C'est un document inédit et exceptionnel qu'on vous propose pour démarrer cette émission. Retour en 1954, dans cette même cour, Robert Stirling fabriquait des hélicoptères. Une époque où en Suisse, on n'avait encore jamais vu d'hélicoptère. David Charrier a rencontré Jean-Claude Caillé qui s'est penché sur ce personnage de manière à le faire connaître à un plus grand nombre. L'épopée Stirling, c'est maintenant et c'est dans Autrefois Genève. Je m'appelle Jean-Claude Caillé. J'habite Meyrin et je suis historien de l'aviation et mon ambition est de vous parler de Robert Stirling. Robert Stirling est un mécanicien de génie qui va, dès 1955, gravir tous les échelons de la mécanique au CERN jusqu'au rôle d'ingénieur. Et durant sa vie privée, dès 1954 déjà, il va construire des hélicoptères pour son propre plaisir individuel jusqu'à peu près en 1969. Il est difficile de savoir d'où vient la passion de Stirling envers les hélicoptères, parce qu'en Suisse, en tout cas à Genève, on n'en a encore jamais vu dans les années d'après-guerre. Robert Stirling et son copain Roger Mercier vont partir dans la campagne avec leur deuxième hélicoptère qu'on appelle le Merlin. Ça vient du mot Mercier et du mot Stirling. Ils vont se diriger vers le carrefour du village de Meyrin pour aller tirer sur la droite et rejoindre le village de Vernier dans une propriété qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle Château des Bois. À cette époque, il n'y avait même pas d'immatriculation qui était prévue pour les hélicoptères, il n'y en avait pas du tout dans le public suisse, même pas dans l'armée suisse. Et puis regardez un peu dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Il y en a un qui met en marche le moteur et il y a le rotor qui tourne au-dessus des têtes à quelques centimètres. Ici, ce sont les tout premiers débuts de l'essai de vol de l'hélicoptère Merlin. Et ce jour-là, on est dans l'hiver 54-55. L'hélicoptère n'arrivera pas encore à se lever. Alors Stirling a cette intelligence de la mécanique, cette intelligence de la compréhension du système d'hélicoptère, parce qu'en plus il parle ni l'anglais ni l'allemand. Et il n'y avait pas beaucoup de documentation à cette époque qui permettait à deux bons mécaniciens de fabriquer une machine dans un petit village. Dans l'année 54-55, à Meyrin, il y a 2000 habitants. On est dans un tout petit village. Ici, on se trouve dans les champs toujours du côté de Château des Bois. Déjà, les deux acolytes ont un peu amélioré l'hélicoptère. Ils ont gagné du poids, notamment en enlevant toute la verrière qui protégeait le pilote assis à l'avant de l'appareil. Et à partir de ce stade-là, on va avoir des premiers sauts, c'est-à-dire que l'hélicoptère va commencer à lever une de ses trois pattes, des fois deux, des fois trois. Non seulement personne n'avait utilisé un hélicoptère en Suisse avant, mais il n'y avait pas d'école non plus pour apprendre à piloter un hélicoptère. Donc ces courageux Mérinois, ils prenaient tous les risques, avec notamment un coupe-chou qui tournait à 30 cm au-dessus de leur tête. Ils vont apprendre à maîtriser ce genre de vol. Et regardez, là on est dans les environs de Meyrin, maintenant l'hélicoptère est capable de se lever au-dessus du sol et de rester en vol stationnaire. Dieu sait que la mécanique dans l'hélicoptère, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que la mécanique au niveau d'un avion. Si vous prenez un nain de jardin, vous lui mettez deux ailes, vous arriverez à le faire planer, mais essayez de faire monter un hélicoptère verticalement, ça demande des connaissances techniques et pratiques qui sont bien supérieures à tout ce que les autres gens connaissent quand ils fabriquent un appareil à cette époque. Alors dans les premiers temps, qui est-ce qui pilote l'hélicoptère? C'est Roger Mercier, parce qu'il avait eu la chance, en tant que binational, d'aller passer son brevet de pilote en France à Oyonnax, et il était donc plus apte à piloter un hélicoptère, même s'il n'avait jamais appris, que Robert Stirling, qui lui n'avait même pas de brevet de pilote d'avion.
Quelques mois après leurs premiers essais, on est au printemps 1955, ils maîtrisent très facilement les commandes de leur hélicoptère. Ils font même tester le pilotage de cet hélicoptère par quelques amis. Ici, on a par exemple Daniel Bois qui prend les commandes de l'hélicoptère et qui fait ses premiers essais. On dirait un pilote sur un Mustang, sur un cheval fougueux. Il y a des réflexes à apprendre avec l'hélicoptère qui ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on pilote un avion. Mais très vite, en quelques 6 mois, autant Robert Stirling, Daniel Bois que d'autres personnes s'amusent avec cette machine presque comme une mobilette au milieu des bois. Stirling et Mercier ont participé à quelques meetings à l'extérieur de Meyrin, et tout le monde sait qu'en France on y fabrique des hélicoptères, et notamment il y a eu dans l'année 55 un concours à Saint-Étienne de constructeurs amateurs d'hélicoptères. Mercier voulait y aller, Stirling ça l'intéressait pas, il avait juste envie de voler en bas de chez lui. Finalement ils y vont et ils sont les meilleurs du lot, ils sont les premiers du concours et ils vont gagner ce concours. Nous avons changé de type d'hélicoptère, nous sommes en 1957. Le Merlin a donné tout son succès, tout ce qu'il a pu donner, et Stirling a déjà pensé à créer un 3e hélicoptère qui va s'appeler le 65 chevaux, puisqu'il est basé sur un moteur de Piper, d'un avion Piper qui s'était crashé dans la campagne ici. Sur cet hélicoptère, il va même inventer des pales en composite. Jusque-là, les pales d'hélicoptère étaient en bois. Il va même ajouter des commandes de vol hydrauliques, ce qui était extrêmement rare à l'époque, surtout pour des petits appareils. Et il fait ses premiers vols d'essai dans les environs de Meyrin, près de la rue aujourd'hui qui porte le nom de Virginio Malnati, à côté de l'atelier du menuisier Zande, dans un pré qui maintenant comporte un certain nombre d'immeubles. On est ici dans une propriété qui est à Bellevue, dans un endroit qui va être remplacé par un hôtel-restaurant gastronomique très connu aujourd'hui, qui était à l'époque une propriété privée et dans lequel Stirling a fait des essais avec la version 2, la version évoluée de son RS-65. Une fois que cet hélicoptère a très bien fonctionné, on l'a fait immatriculer. Il porte l'immatriculation HBXVA et c'est le premier hélicoptère privé qui a été immatriculé en Suisse. Il va faire des vols sur l'aérodrome de Prangin. C'est un appareil qui se déplace aisément, qui est très précis dans son pilotage, qui est assez maniable. Ce n'est plus du tout l'animal fougueux des débuts. Il devait être le prototype d'une série de 5 ou 6 appareils qui devraient devenir biplaces et qui auraient permis de faire du taxi entre Genève et le Salève, par exemple. Vers 1960, Robert Stirling a débuté la construction d'un 4e appareil qui va devenir un must au sein des constructeurs amateurs qui existent en organisation autant en Suisse qu'en France, en Angleterre, dans toute l'Europe. Stirling va réussir à construire un hélicoptère qui utilise un moteur de hors-bord. Alors il faut se mettre dans la tête qu'un moteur de hors-bord, il est refroidi dans l'eau. Alors que quand il est sur un hélicoptère, il faut trouver de l'eau pour le refroidir. C'est pas aisé. Alors Stirling a décidé qu'il y aurait de l'eau qui naviguerait dans la queue de l'hélicoptère et que cette eau serait refroidie par les pales du rotor. C'était une excellente idée, seulement le principe n'était pas suffisant
pour refroidir son moteur. Il va donc changer d'idée et il va installer un véritable petit ventilateur sur son hélicoptère qui va refroidir un radiateur d'eau comme sur une voiture. Et enfin, ce petit moteur léger de hors-bord de 40 chevaux en aluminium va pouvoir enfin être refroidi. À ce stade-là, Stirling va pouvoir terminer son 4e hélicoptère qu'on appellera le RS-40, 40 chevaux. Et cette machine va devenir une machine fantastique parce que d'abord, elle est encore plus petite que les autres, elle est démontable, on peut le transporter dans une 4L, on peut l'emmener en vacances avec soi. Alors comme tous les moteurs de bateau, eh bien le démarrage se fait à la ficelle, comme les tondeuses à gazon finalement. Et l'on verra cet appareil évoluer sur un décor de Jura et de Montmussy. Et son petit circuit habituel, quand il partait de sa villa, c'était de faire le tour du peuplier, de faire quelques exercices de surplace et de revenir se poser sagement sur la petite dalle de ciment de son héliport en marche arrière. Robert Stirling était un as de la mécanique, c'est-à-dire qu'après un apprentissage de mécanicien à Genève, il a eu la chance de rentrer au CERN la première année en 1955 où cet organisme se fondait. Et au CERN, on a tout de suite compris le génie mécanique de Stirling qui était très utile dans tous les défis technologiques qui arrivaient au CERN. Tout était à concevoir, tout était à construire. Et la capacité de Stirling était employée partout dans un nombre de problèmes très très variés, ce qui fait qu'au sein du CERN, il a réussi très très rapidement à grimper tous les niveaux administratifs de cet organisme jusqu'au rôle, au titre d'ingénieur, et il était le patron de l'atelier de mécanique qui regroupait à peu près 60 personnes, et c'est lui qui était chargé d'embaucher un certain nombre de ses employés, et parmi ceux-là, il y avait 4 ou 5 fanas d'aviation qui allaient devenir avec lui des constructeurs amateurs et des gens qui allaient amener ce type de construction d'hélicoptères à un niveau de finition, un niveau de qualité tout à fait exceptionnel. On a de très belles images d'un meeting qui se tient à Grenoble, sur l'aérodrome du Versou, où Stirling, qui en principe n'a construit cet hélicoptère que pour son plaisir, s'est quand même laissé convaincre qu'il était intéressant de le montrer à un public, et il va époustoufler les connaisseurs, les amateurs et les pilotes de Grenoble, et notamment l'ingénieur RL qui avait construit la Caravelle est venu le féliciter d'avoir réussi à faire voler un plus lourd que l'air avec un moteur de bateau. Après avoir construit ce magnifique petit hélicoptère, Stirling finalement s'est décidé de construire un biplace. Le but du biplace, c'était de faire partager le plaisir du vol à ses copains, à ses amis, à sa femme, à tous ceux qui l'avaient admiré en construisant ces 4 premiers hélicoptères. Et malheureusement, en 1969, Stirling va avoir un accident le 10e jour de test de son hélicoptère biplace, et il va décéder tragiquement, brutalement, à ce moment-là. Robert Stirling va construire tout au long de sa vie 5 hélicoptères, et nous avons la chance aujourd'hui d'en avoir conservé un intact tel qu'il l'a utilisé à l'époque, qui est aujourd'hui exposé au musée des Transports à Lucerne. Eh bien aujourd'hui on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire en faveur de Robert Stirling? Je pense d'une part mieux faire connaître son activité, ses réalisations à la population, parce que ça peut servir de moteur pour que des jeunes osent entreprendre. Et puis pourquoi pas demander à l'administration fédérale des postes qu'ils fassent un timbre en l'honneur de Stirling, comme ils l'ont fait pour Dufaux ou Oscar Bider.